Mesdames et messieurs, chers internautes, Bénin Dabarou se poursuit. Nous sommes dans la capitale du Bénin, oui, nous sommes à Porto-Novo. Nous sommes avec le maire de Porto-Novo. Avec lui, nous allons aborder la réforme du secteur de la décentralisation. Nous allons mieux connaître la capitale du Bénin. Monsieur le maire, merci de nous recevoir chez vous. Bonjour, monsieur le journaliste. Très ravi de vous accueillir ici à Porto-Novo. Je suis Charlemagne Yankoutié, maire de la ville de Porto-Novo, capitale du Bénin. Et très heureux d'accueillir le groupe Dabarou. Merci, monsieur le maire, de nous recevoir chez vous. C'est un grand plaisir. Le plaisir est partagé. D'accord. Le groupe de presse Dabarou est là et nous avons les internautes qui voudraient mieux connaître la capitale du Bénin. Merci beaucoup, chers journalistes. D'abord, je voudrais vous souhaiter la bienvenue à Porto-Novo, capitale du Bénin. Porto-Novo, la ville aux trois noms, comme vous l'aviez dit tantôt, et Adiaché, Roboun, Porto-Novo. Au regard de vivre ensemble qui nous caractérise. Porto-Novo, capitale du Bénin, est située au sud du Bénin. Disons la commune d'Adiara, la commune de Missreté, la commune de Sémin et la lagune de Porto-Novo, comme vous le savez. C'est une ville qui s'étend sur 52 km² et qui aujourd'hui a une population d'environ 300 000 âmes, 300 000 habitants. Porto-Novo, cité des Aénovis, c'est beaucoup plus une ville historique. C'est une ville chargée d'histoire, comme vous le savez. C'est une ville dans laquelle il est très aisé de constater les vestiges de la colonisation. La belle preuve, vous avez le palais des gouverneurs ici. Et donc, nous avons, disons, la chance d'observer une cohabitation pacifique entre les peuples. Porto-Novo est caractérisé par, disons, trois grandes catégories de population. Vous avez les Yoruba, qui sont les premiers habitants de la ville. Vous avez les Goun, Torié, Alliés, et vous avez la communauté Agouda, symbole de la colonisation et aussi de la traite négrière. Donc, Porto-Novo, ville cosmopolite, on est beaucoup plus fort dans le commerce. C'est pour ça souvent on qualifie les femmes de Porto-Novo de grandes commerçantes. Donc, c'est une ville aussi qui regorge de beaucoup d'intellectuels et qui présente beaucoup d'atouts aussi au plan culturel et touristique. Donc, voilà en résumé ce que nous pouvons dire. Et comme je l'ai dit tantôt, ville commerciale parce que, vous savez, après Tantokpa, le deuxième plus grand marché, c'est le marché de Wando, au regard de sa proximité avec le Nigeria. Voilà ce que nous pouvons dire très rapidement. C'est une ville dans laquelle se retrouvent également les institutions de la République, l'Assemblée nationale, la Cour suprême, la HAC, la Haute Cour de justice. Nous espérons que, avec le développement que connaît notre pays actuellement, certaines autres institutions pourraient rejoindre la capitale. Voilà. Ce serait un plaisir. Monsieur le maire, nous voulons faire le bilan de la réforme du secteur de la décentralisation, une réforme qui, depuis un an, fait son petit bonhomme de chemin. Nous avons eu beaucoup de commentaires, beaucoup de rumeurs sur cette réforme, beaucoup d'interprétations, mais elle a enfin commencé par opérer. Vous, dans la commune de Porto-Novo, en tant que maire, comment vous avez reçu cette réforme d'abord? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Un an pour évaluer une réforme d'une aussi grande envergure, c'est trop peu, c'est trop juste. Mais c'est quand même important pour apprécier la mise en œuvre de la réforme et voir dans quelle mesure faire des ajustements. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite. La réforme n'est pas sortie, n'est pas arrivée comme ça. C'est pas qu'on a procédé à une improvisation, mais elle résulte des constats de plus d'une décennie de décentralisation depuis 2003 jusqu'à 2020, 2021, voire 2022. Vous voyez, ça fait plus de 15 ans de décentralisation. Et c'est tellement les diagnostics de la gestion
ont révélé des insuffisances, des anomalies, et il y a lieu de voir dans quelle mesure corriger d'une part ces anomalies. Mais d'autre part aussi, il faut constater la nouvelle dynamique dans laquelle évolue le pays, une dynamique imprimée par la gestion du pouvoir au sommet du pays. Et les communes ne sont pas en marge du pays. Il n'y a pas de pays sans les communes. Donc si au niveau national, on se donne une certaine rigueur dans la gestion des ressources, dans la gestion des hommes et plein d'autres choses, il faudra vraiment que cela commence par descendre à la base. C'est vrai qu'en en tant que première génération de maires a subi, disons, cette réforme sans en avoir été préparé à l'avance, c'est normal que ça fasse mal. C'est normal que, disons, l'ambition qu'on nourrissait en nous positionnant comme maire, les promesses de campagne, parce que nous avons quand même présenté un programme, on a eu à dire un certain nombre de choses à la population pour être élu. Et du coup, on ne s'est plus senti, on a l'impression qu'on n'a plus toute cette marge de manœuvre, bien qu'elle soit toujours là, elle n'a pas changé. Et ça nous a affectés. Et c'est ce qui a justifié peut-être la réaction d'un collègue le jour de la présentation et qui justifie également les réactions de beaucoup d'autres collègues. Absolument. Vous savez, la cohabitation n'a jamais été une chose aisée. Et même quand on parle du mariage, lorsque vous êtes en amitié, chacun dans son coin, c'est différent. Mais lorsque vous commencez par cohabiter ensemble, c'est souvent difficile. Absolument. À un moment donné, on a entendu parler de la réforme. On n'a pas encore perçu tout ce que ça allait engendrer comme difficulté de cohabitation, mais je pense que ça a commencé par aller. Il n'y a pas cette commune qui n'a pas connu de tension d'une manière ou d'une autre. Et c'est légitime parce que on est rentré dans la réalité de la perte de pouvoir. On est rentré dans la réalité de la perte de pouvoir. Et comme vous le savez, il y a beaucoup de SE aussi qui n'avaient pas vite perçu qu'ils sont là pour accompagner les élus que nous sommes. C'est vrai que c'est nous qui les avons nommés. Donc celui que tu as nommé là, normalement, doit savoir que c'est toi qui l'as nommé et t'obéir. Mais c'est une loi un peu particulière. Une chose est de nommer, mais il y a des domaines dans lesquels on ne peut pas donner d'instructions ou d'injonctions à celui qu'on a nommé. Bon, là, on se rend compte de la réalité du pouvoir. Bon, maintenant, le reste, ce n'est que des ajustements. Qu'est-ce qu'on peut faire? Quel ajustement on peut apporter pour permettre aux maires, pas forcément nous, mais aussi les autres qui vont venir, de se sentir à l'aise dans leur peau en tant que maire élu de la commune. Mais je peux vous dire qu'en termes de premier avantage, c'est une réforme qui nous a libérés. Qui vous a libérés de quoi? Qui nous a libérés du stress des menaces après la gestion ou même pendant la gestion. Vous savez, aujourd'hui, vous allez entendre très peu de vente d'institutions. Bon nombre de maires aujourd'hui sont à l'aise parce que le vent de la destitution est loin. Ce n'est plus possible de vous accuser de gestion opaque. Écoutez, aujourd'hui, on s'assoit, on définit. Après, il y a le conseil de supervision qui voit le PTA, un bon nombre de choses avec le secrétaire exécutif ou la secrétaire exécutive. Et puis, elle exécute. Le budget, c'est le conseil qui a voté. Donc, la majeure partie, les orientations, le PDM, c'est le conseil qui a voté. Donc, si vous avez un plan de développement, un PDC, un plan communal de développement, le budget découle de la déclinaison de ce plan. Et bon, et puis, avec quelques ajustements à la limite, bon, pas conséquent, il faut reconnaître que on ne peut plus venir incriminer une sous Y. Ce qui posait problème par le passé, c'est qu'on taxait très rapidement les maires de gestion opaque. De gestion opaque, solitaire, parce que peut-être on veut un marché, on n'a pas eu. Mais nous-mêmes qui sommes ici, là, en très peu de temps, malgré tout l'effort que nous on a fourni dans la transparence, on dit
Ah, le maire, c'est lui seul qui... Mais combien de matchs on n'a même passé? On n'a même pas passé grand-chose avant que la réforme ne commence. Hein? Mais malgré tout ça, vous voyez, et imaginez un instant faire 3 ans, dans ce calvaire. Moi, j'appelle ça calvaire. C'est vrai que quand on est dans une fonction politique, vous recevez beaucoup de pression, il y a trop de sollicitations, c'est vrai. Mais aujourd'hui, les gens sont obligés de comprendre que les données ont changé. C'est un jour, ça change. Oui. Ça, c'est un loup fardeau qu'on ne voit pas. Le deuxième loup fardeau, on n'est pas ordonnateur, on n'est plus ordonnateur. Donc, là où on est aujourd'hui, tu peux dormir tranquille. Tu finis une fonction, tu vas, il y a plus de risque, tu vas avoir la paix du cœur. C'est vrai qu'il faut reconnaître une chose. Hein. Et à partir du moment où tu acceptes une charge républicaine, c'est avec tout ce qui va avec comme conséquence. C'est à toi de savoir que vraiment tu dois répondre un jour de tes actes. Bon, ne pas avoir la possibilité aussi de répondre de ces actes, c'est pas aussi une très bonne chose. Hein? Bon, mais je sais qu'on répondra d'une manière ou d'une autre parce que à travers le résultat, on va vous dire, vous n'avez pas donné... C'est des résultats que nous allons parler. Est-ce que déjà en un an, lorsque la réforme qui est désormais mise en œuvre a apporté des cadres, en plus de la secrétaire exécutive, il y a eu d'autres cadres qui sont affectés à la mairie. Est-ce que le travail qui se fait déjà en un an a déjà commencé par porter des fruits? Vous savez, il y a eu des efforts. Oui. J'avoue que le début n'a pas été facile. Oui. Et on s'est recherché un peu parce qu'il faut un temps d'appropriation et aussi à notre secrétaire exécutif. Mais j'avoue que depuis quelque temps, ça va. D'accord. Et je reconnais que, disons, l'un des premiers résultats qu'on peut déjà dire, c'est la rationalisation des dépenses. Vous savez, l'élu, c'est plus facile de lui mettre la pression. C'est vrai. Et l'élu, c'est plus facile de lui mettre la pression. Et dans ces conditions, on ne fait pas attention à certaines dépenses. Oui. Aujourd'hui, on peut déjà reconnaître qu'il y a eu un effort de rationalisation. C'est une première chose. Oui. On peut reconnaître aussi qu'il y a eu un effort d'amélioration de certaines recettes. Les autres pans sur lesquels nous continuons de travailler pour améliorer, parce que c'est vrai, la loi a été claire, la loi dit que le secrétaire ou la secrétaire exécutive doit prendre des dispositions pour un recouvrement maximum des recettes. Mais la loi n'extirpe pas les élus que nous sommes de la stratégie de mobilisation. D'accord, donc vous êtes toujours... Oui, et c'est ce que nous avons essayé aussi de faire comprendre à notre secrétaire exécutif qui a compris. Et déjà, on travaille parce que la maîtrise du terrain, quand même, c'est nous. C'est vous, ça, c'est mais on ne doit pas être à l'exécution. D'accord. Il ne revient pas au maire. Comment ça se fait désormais? Mais non, les réunions pour des stratégies de mobilisation, lorsque les gens réfléchissent et nous soumettent, on apprécie avec eux, on les conseille, on donne des orientations pour leur permettre vraiment de savoir poser les pas. Quoi qu'on dise, et il faut reconnaître quand même que notre mot est indispensable. Oui, c'est clair. Voilà. Et donc, en un an, nous pouvons dire que c'est déjà un bon début. Oui. Et l'autre résultat, c'est que, je l'ai dit tantôt, le maire a une certaine paix du cœur. Il n'y a plus ce stress qui anime le maire à l'approche des sessions. Parce qu'à l'approche des sessions, tu ne sais pas quel élu va te faire du chantage, quel élu va te menacer. Oui. Aujourd'hui, tu viens, tu es free. À l'aise. Tu es très à l'aise. Tu es très à l'aise. Et moi, je pense que le piège que nous devrions éviter, c'est celui de penser que comme les secrétaires exécutifs sont là, on peut abandonner la réflexion, on peut abandonner la charge qui nous a été confiée et bon, venir quand on veut, dans la négligence. Non, on a reçu un mandat. Le chef de l'État aussi, président de la République, à qui le peuple a confié la charge du pays, lui-même ne se repose pas. Absolument. Il a des techniciens sur qui il s'appuie, tout comme il a fait ce magnifique travail de mettre à la disposition des communes qui
Ils sont nombreux à ne pas avoir par le passé la capacité de se donner certains cadres d'un niveau donné. Oui. Mais aujourd'hui, toutes les communes ont des cadres. C'est inédit. C'est inédit. Absolument. Donc, quoi qu'on dise, aucune œuvre humaine n'est parfaite, mais moi je pense qu'avec le temps, on va travailler pour améliorer cette réforme-là. Ce n'est pas que les maires que nous sommes. Bon, le président aussi doit nous comprendre. Vous savez, c'est du pouvoir il s'agit. Ah oui. C'est du pouvoir il s'agit. Absolument, absolument. C'est du pouvoir. Le pouvoir. Quand tu perds une portion, ça fait mal. Ah oui, mais en perdant quelque part, on peut voir comment renforcer quelque part pour plus de légitimité pour l'élu que nous sommes. D'accord. Alors, monsieur le maire, c'est la fin de cet entretien, mais on ne va pas finir cet entretien sans que vous ne vous adressiez au cadre de la commune de Porto-Novo, aux populations si possible, au chef de l'État et également un mot à l'endroit du groupe de presse d'Abarou qui, à travers cette initiative Bénin d'Abarou, tout parcourt les communes, donne la parole aux populations et aux élus de s'adresser à tout le monde. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je passe par votre canal pour, en premier lieu, remercier le chef de l'État, le remercier du fond du cœur au nom de la population de Porto-Novo pour tout ce qu'il fait pour cette magnifique ville, pour avoir osé la transformer, pour avoir vraiment osé faire une métamorphose en quelques années, disons, en moins de 10 ans. On est en train nous-mêmes de méconnaître la ville de Porto-Novo. Il l'a dit et il est en train de le faire. Je sais que ça continue. Je voudrais aussi saisir cette occasion pour le remercier particulièrement pour son soutien qu'il apporte dans le cadre de la construction de notre hôtel de ville. Un hôtel de ville que je peux qualifier de 5 étoiles, que je peux qualifier d'exceptionnel, d'unique. Et vraiment, merci beaucoup, Monsieur le Président. Je remercie aussi les membres de son gouvernement qui ne cessent de l'accompagner dans cette lourde mission. Je sais qu'en engageant cette réforme au niveau du secteur de la décentralisation, c'est au regard du diagnostic et de son ambition, désormais du rôle que les communes sont appelées à jouer. Et nous sommes en train de comprendre et nous allons nous y atteler davantage. Et ceci dit, je voudrais remercier la population de Porto-Novo, les remercier pour d'abord la confiance qu'ils ne cessent de nous accorder, pour le soutien qu'ils nous apportent dans notre fonction républicaine de tous les jours, et surtout les inviter à faire bon usage de toutes les infrastructures que le gouvernement réalise au niveau de notre ville, à faire preuve de civisme et surtout à payer également les impôts pour permettre à ce que la construction, la magnifique construction de notre ville qui a commencé puisse continuer. Je saisis l'occasion pour remercier les sages de la ville, les têtes couronnées et également tous les religieux qui, de par leurs conseils, nous permettent d'assumer convenablement notre fonction. Je voudrais tout particulièrement féliciter et remercier le groupe Tabarou pour cette très belle initiative. Vous savez, dans un environnement de concurrence, il n'y a que des initiatives de ce genre qui motivent et qui distinguent. Qui motivent parce que quitter le nord, faire tout ce trajet, se retrouver au sud, aller à l'est, aller à l'ouest, si ce n'est pas qu'on a une vision, une ambition, on n'aurait pas cette motivation. Donc, ceci dit, nous ne pouvons que vous féliciter, vous encourager. Merci. Et dire que c'est une très belle initiative. Il faut continuer comme ça, continuer pour révéler davantage tout ce que nous avons comme merveille au niveau de notre pays et tout ce que le gouvernement aussi fait de magnifique. Il n'y a pas que la télévision nationale. On a besoin des organes de groupe aussi dynamiques comme le vôtre. Donc, vraiment, félicitations à vous et à toute l'équipe. Et pour finir, je voudrais encore une fois remercier les membres du conseil municipal de la ville de Porto-Novo pour le travail de qualité que nous ne cessons d'abattre. Et notre rêve, c'est de voir nos grands projets se réaliser le plus rapidement possible. Et ces projets sont en cours de se concrétiser grâce à l'appui du gouvernement, grâce à l'appui du chef de l'État. Encore une fois, nous disons merci au chef de l'État pour ce soutien
qu'il ne cesse d'apporter à la capitale. Et bien évidemment, c'est la capitale. Et il est le seul à démontrer réellement à toute la population de Porto Novo que Porto Novo est la capitale et mérite toute l'attention du gouvernement. Vraiment, merci beaucoup, Monsieur le Président. Que l'Éternel des armées vous fortifie. Merci. Eh bien, c'est sur cette invocation de l'Éternel pour protéger le chef de l'État, Père de la Nation, que prend fin cette émission. Bénin Dabaroutou, nous étions à Porto Novo avec le maire de la commune de Porto Novo. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine étape.